Aujourd'hui, je te parle du livre Brain Body Parenting de Mona Delahooke. Si tu ne lis pas l'anglais, je pense que c'est une belle opportunité de récolter quelques pépites provenant de ce précieux livre. Je suis Elisabeth Dufresne et je te souhaite bienvenue chez Les Émergents. Très heureuse de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, j'avais envie de prendre un petit moment pour vous donner des nouvelles. On dirait que ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça, parler un peu plus de ce qui se passe par chez nous. Et je sais que certains d'entre vous êtes interpellés par mon aventure à Waterville. Donc, j'avais envie de commencer en prenant quelques minutes pour faire un petit topo de où j'en suis. Fait que si ça vous intéresse pas, je vous invite à avancer un petit peu l'épisode. Vous devriez vous y retrouver assez facilement. Donc, on va faire ça rapidement quand même. Mais en gros, je tiens à dire que ça se passe vraiment bien. Mettons que je faisais une petite analogie avec une relation amoureuse. Disons que mon rapport au village est passé de l'étape où tu magnifies complètement ton nouveau partenaire, que tu ne vois pas pantoute ses défauts. Puis au contraire, tu le mets un peu sur un piédestal. Puis aujourd'hui, donc, je suis passée à sentir que je commence aussi à percevoir les défis de ce partenaire amoureux-là, mais que ça fait juste permettre finalement à l'expérience de descendre un peu plus en profondeur. Puis que malgré quelques difficultés, le beau reste beau. Puis c'est là que tu réalises à quel point tu as gagné le jackpot. T'sais. Donc, tout ça pour dire que j'ai demandé Waterville en mariage. Non. Mais honnêtement, je me vois rester longtemps ici, puis le fait de me voir sur le long terme, ça me détend puis ça me permet de me déposer dans une forme de stabilité, si on veut. Donc, de vraiment prendre le temps de laisser les choses que j'ai mis en place fleurir doucement. Je suis restée assez longtemps aussi pour comprendre que les choses changent aussi par ici, puis que certaines personnes que j'aime vont finir à un moment donné par partir. Que ça fait juste partie de la vie, même à Waterville. Fait que moi, je me sens à ma place. Puis je manque là-dedans, tu sais. Mes initiatives, mes relations se développent à un rythme qui me convient actuellement. Avec un soupçon de sortie de zone de confort ici et là. Tu sais, honnêtement, il y a comme bien de l'espace aussi pour du confort. Puis c'est vraiment la dose parfaite, disons. Puis vous avez peut-être écouté l'épisode où je parle de la différence entre les réseaux puis les communautés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire parce que cet épisode-là, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience qui est absolument majeure à avoir de nos jours. Puis en fait, moi, ça m'a vraiment aidé aussi à identifier avec plus de clarté, plus de sincérité, plus d'honnêteté ce que j'étais en train de vivre ici. Est-ce que je sens que je fais partie d'une vraie communauté? Ou en réalité, je ne vis pas davantage ma vie à travers différents réseaux? En réalité, j'ai réalisé que en ce moment, je me sens dans une espèce d'hybride entre les deux. Je m'explique. C'est que je sens que j'ai différents réseaux qui me permettent finalement de nourrir des liens qui sont de plus en plus profonds. Puis ces liens profonds-là se rapprochent de plus en plus d'une vraie communauté parce que certaines de ces personnes-là commencent à me voir réellement dans mon entièreté. Mais c'est certain qu'il y a différents niveaux de profondeur dans cette histoire-là.
je serais pas à l'aise que tout le monde dans cette gang-là me voit pleurer en bobette encore, là. Oui, c'est mon nouveau point de repère dans ma tête. Si je suis à l'aise que tu me vois pleurer en bobette, ben tu fais partie de ma communauté. Puis je joke à moitié. Mais trêve de plaisanterie, c'est-à-dire, c'est des liens à travers lesquels je sens que je suis pleinement moi-même, que je suis pleinement entière. Puis, j'ai laissé entrer certaines personnes dans mon intimité qui m'ont aussi laissé entrer dans la leur. Puis tranquillement, je commence vraiment à me sentir pleinement vue, pleinement accueillie par certaines de ces personnes-là. Puis de toute façon, se relier en profondeur, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Puis on voudrait pas ça. Il faut se laisser du temps, il faut apprendre à se faire confiance. Puis je veux le prendre, ce temps-là. Il n'y a rien qui presse. Pour moi, les réseaux jouent un peu le même rôle que, je dirais, la culture actuellement. Pour moi, la culture, c'est un système qui permet de protéger des valeurs, protéger des rituels, protéger des façons de faire, des choses qui sont importantes pour nous. Puis les différents réseaux que je fréquente jouent un peu ce rôle-là en ce moment. Ils protègent des espaces, des connexions qui sont encore difficiles à vivre simplement spontanément puis naturellement dû à notre style de vie d'aujourd'hui. Puis c'est comme si je réservais dans mon horaire un espace pour me dire, là, c'est tel aspect de mon être, puis genre telle relation que je vais nourrir. Les lundis, c'est réservé pour passer du temps dehors avec les familles d'école maison. Puis de plus en plus, je revois les mêmes adultes dans ces contextes-là, les mêmes enfants. Puis il y a quelque chose qui se dépose tranquillement. De plus en plus, je sens que je peux un peu sortir de mon personnage social. Puis il y a aussi certains enjeux qui ont le temps d'émerger quand on se voit plus souvent entre nous. Puis ces enjeux-là, ils ont été soulevés. Il y a eu des partages plus vulnérables qui ont été faits pour se nommer, pour apprendre à se connaître, pour mettre des limites. Puis il y a quand même des enjeux qui sont plus émotifs, puis qui me permettent en fait de découvrir ces personnes-là, peut-être pas encore dans leur entièreté, mais dans une plus grande partie de leur être, au-delà de leur rôle de parent. Je le sens, je reviens chez moi vraiment nourrie de ces expériences-là, puis je dirais que c'est pas mal la même chose les vendredis quand je vais au hockey. Puis on s'entend là, quand je dis je vais au hockey, dans mon cas, c'est je bois du thé apporté gracieusement par mon ami Véro, puis je me tire une carte de tarot en passant, et en jasant avec des femmes exceptionnelles. C'est mon chum qui joue au hockey. Ce qui est génial, c'est que certaines familles qui viennent les lundis à jeu libre reviennent les vendredis. Fait qu'on débute la semaine ensemble, on finit la semaine ensemble. C'est déjà ça. Je vous en ai déjà parlé. Les mardis aussi, je suis dans une chorale et c'est un moment qui est toujours aussi important pour moi. J'ai la chance en ce moment de m'occuper de l'enfant d'amis, en fait, pour y aller. Puis ça nous fait vraiment un sacré beau rituel chaque semaine. Juste d'être ensemble, se coller en gang, chanter, unir nos voix avec les gens de son village. Ça nourrit l'âme sur un moyen temps, je vous le jure. Je suis aussi dans un cercle de femmes, puis on se rencontre une fois par mois. Je pense que je vous en avais glissé un mot. Bref, je suis très touchée par l'espace qu'on est en train de nourrir ensemble depuis plus qu'1 an maintenant, là, puis ce rendez-vous mensuel-là, il est rendu vraiment important pour moi, pour mon équilibre psychique. Fait que merci, mesdames, de m'entourer comme ça. Fait que bref, je vis pas dans une communauté spontanée où je me lève le matin puis boum, 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 je suis avec plein de monde, là. Mais je trouve qu'à l'époque où on est, ça peut être nécessaire d'avoir ces lieux-là de rassemblement qui nous permettent de rester en contact sans avoir rien de bien compliqué à faire. Tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, organiser des dates d'amis, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de nos jours. Avec tous les engagements, les vies parallèles qu'on a, avoir des espaces qui sont protégés à notre époque, c'est primordial.
Mais tu sais, à travers ça, bien entendu, il y a des soupers avec des familles, avec une autre, des moments one-on-one tellement importants, je vous en ai déjà parlé, dans les cafés, des célébrations. Puis tranquillement, les liens se tissent comme ça. Puis je sais que c'est pas facile, honnêtement. Tu sais, je pars mon entreprise en ce moment, ça l'amène beaucoup de gestion, plus de stress. Puis je le vois que des fois, c'est plus difficile pour moi de créer cet espace-là. Mais c'est comme un mantra pour moi de me répéter que c'est important. Je fais le pas le plus souvent possible. Et donc, pour moi, c'est pas de cracher sur les réseaux. C'est comme, pour moi, des espaces qui viennent combler les besoins que la communauté d'aujourd'hui est plus capable de combler, disons, plus spontanément, mais qui finalement peuvent nous propulser vers des communautés si on fait l'effort de se mouiller un peu. Je vous souhaite vraiment de trouver un endroit où vous allez vous sentir aussi déposé, en tout cas. Il n'y a vraiment pas juste à Waterville qu'on peut faire ça. Je pense que c'est partout au Québec qu'on peut trouver une façon d'apporter un peu de vie et de reliance au quotidien. La plupart d'entre nous avons une connaissance limitée du contexte dans lequel les comportements des enfants prennent forme. On va souvent nous enseigner quoi faire en nous donnant des recettes miracles ou des recettes 1, 2, 3, 4 pour gérer les comportements, mais on oublie trop souvent de nous expliquer pourquoi ces comportements-là émergent et comment ils se développent. Et je trouve que c'est précisément ce que le livre Brain Body Parenting de Mona Delahooke réussit à faire. Il nous aide à voir au-delà des simples stratégies comportementales en nous plongeant dans la compréhension du système nerveux de l'enfant, du parent, de ses réactions et de ses besoins profonds, pour qu'on puisse adopter enfin une approche plus alignée avec son développement. Puis ce que je trouve véritablement révolutionnaire dans l'évolution actuelle du monde de l'éducation puis du développement de l'enfant, parce que oui, ça se passe, c'est qu'on est à l'aube d'un nouveau paradigme. Puis c'est précisément ce paradigme-là que Mona Delahooke est traduit avec brio dans son ouvrage. Plutôt que de chercher à éliminer les comportements qui sont vus comme indésirables, comme de plus en plus de professionnels de l'enfance, elle va nous inviter à les voir comme des informations qui sont absolument précieuses. Des clés pour mieux comprendre les enfants, ceux qu'on aime profondément, pour apprendre à les connaître réellement puis à saisir ce qui les habite. Fait que c'est vraiment pas rien. Puis cette nouvelle approche-là est tellement en train de changer notre rapport avec les enfants puis avec leur comportement vécu comme dérangeant. Ce nouveau paradigme-là nous pousse presque à nous réjouir de ces manifestations comportementales-là parce qu'elles nous rapprochent des besoins de nos enfants. Les comportements ne sont pas bons ou mauvais. Ce sont simplement des adaptations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce sont avant tout des réponses naturelles à un contexte qui est donné. Un enfant qui pleure, qui frappe, qui se replie sur lui-même ou qui s'agite excessivement ne choisit pas délibérément d'agir comme ça pour provoquer ou pour manipuler. Il réagit à son environnement, à son niveau de sécurité, à son état intérieur. Fait que, par exemple, un enfant qui crie lorsqu'il est fâché ne fait pas un mauvais comportement. Il va juste venir exprimer son incapacité à ce moment précis-là de gérer sa frustration autrement. De la même façon, un enfant qui refuse de coopérer ne cherche pas forcément à défier l'adulte, mais il peut manifester justement une surcharge émotionnelle qu'il ne sait pas comment verbaliser. En voyant les comportements comme des adaptations plutôt que comme des problèmes à corriger, on change notre posture. Puis au lieu de réprimer, on cherche à comprendre. Puis en comprenant, on peut accompagner l'enfant vers des façons beaucoup plus harmonieuses d'exprimer ce qu'ils vont vivre tout en répondant à leurs besoins profonds. Et donc, quand l'enfant fait une crise, ce n'est pas qu'il choisit de faire une crise, c'est qu'il se retrouve en crise.
La connexion entre son cerveau et son corps est dans un état de surcharge, de grands défis, de grande vulnérabilité. Et ça nous donne plein d'indices sur l'expérience de nos enfants. L'idée centrale du livre, c'est que l'enfant est un tout indissociable, un système corps-esprit où le cerveau et le corps communiquent en permanence. Ils ne fonctionnent pas de manière isolée, mais en interaction constante. Autrement dit, ce qui se passe dans l'esprit, les pensées, les émotions, vont influencer directement le corps. Ça va se manifester par des tensions musculaires, des variations de respiration, une posture spécifique. Puis à l'inverse, l'état du corps, la fatigue, la faim, la douleur, le stress, les tensions impactent profondément l'esprit. Puis ça va venir moduler l'humeur, la concentration, puis les réactions émotionnelles. Et donc, les comportements des enfants sont souvent des réponses automatiques. C'est très important de le souligner, automatiques du système nerveux autonome. Bien plus donc que des choix délibérés. Plutôt que d'y voir une question donc de volonté ou de discipline, ce regard-là nouveau va nous inviter à comprendre ces réactions comme des signaux du corps qui sont absolument révélateurs d'un besoin sous-jacent, comme on le disait. Et c'est là que se trouve la grande clé. Plutôt que d'imposer des conséquences ou des punitions pour venir corriger des comportements, il est beaucoup plus efficace d'accompagner l'enfant en lui offrant une présence qui est sécurisante pour l'aider à venir se réguler. Parce que c'est en étant co-régulé par un adulte qui est bienveillant que l'enfant va pouvoir retrouver un état de calme, un état d'équilibre intérieur. Et c'est qu'à partir de cet état régulé-là qu'il va devenir réellement réceptif à nos demandes, puis qu'il va être capable de collaborer de manière authentique. Et à travers ces quelques 300 pages, Mona Delahooke, elle nous aide à parenter à partir de cette nouvelle conscience-là en nous invitant à réaliser que nous sommes, nous aussi, donc, en tant qu'éducateurs, soumis à ces mêmes mécanismes neurobiologiques. Le livre repose sur la théorie polyvagale qui a été développée par le neuroscientifique Stephen Porges. Cette théorie-là explique comment notre système nerveux autonome régule nos états émotionnels et comportementaux en réponse à notre environnement. J'ai développé une petite analogie pour comprendre comment le système nerveux autonome va être orchestré dans le corps. Puis, je vous avoue que j'aurais vraiment aimé ça, trouver une analogie un peu plus en lien avec mon univers, un peu plus relié à la nature. Mais malheureusement, ce qui m'est venu en tête, c'est un bon vieux char. Donc, d'abord, Mona va nous parler, puis je vais l'appeler Mona, OK, parce que Delahooke, je trouve que c'est dur à dire à la langue, fait que sans offense et grand respect envers son âme, mais ça va être Mona. Donc, Mona nous parle de ce qu'elle appelle la plateforme. La plateforme pourrait être comparée, dans mon analogie, avec l'état général de notre voiture. Donc, l'état de la carrosserie, le nombre de kilomètres, l'état du moteur, l'état des pneus. Et quand l'état général de la voiture est bonne, tu peux vraiment aller où tu veux dans la vie. Tu as le goût de faire un road trip pour traverser le Canada, tu peux le faire sans problème. Hein? Tu vas pouvoir aller facilement vers ce qui t'allume. Tandis que quand l'état général de ta voiture est vraiment boiteux, tu ne pourras pas nécessairement te lancer dans de grandes explorations. Tu vas faire seulement de courtes distances sur des routes bien droites en ville. Et donc, la plateforme, c'est ce qui fait référence à l'état de base du système nerveux, du corps, du cerveau. C'est l'état de notre plateforme qui va influencer ce qu'une personne va ressentir. Ça va influencer aussi ses comportements, comme on vient de le dire, puis aussi ce que la personne pense. Mais on s'entend-tu que tout ça est relié?
Si ma perception d'un événement est différente, ben c'est certain que je ne vais pas agir de la même façon. Donc, même chose pour un parent. Sa perception de ce qui se passe chez son enfant va vraiment influencer ses pensées. Et donc, ça va directement influencer ses interventions. On ne peut pas faire de réels choix d'intervention quand on n'est pas régulé. Et donc, quand vous n'êtes pas régulé, ce n'est pas vous qui êtes à l'avant de vos interventions. Ça risque d'être des versions de vous beaucoup plus immatures qui prennent le dessus et qui prennent le contrôle. De la même façon, un enfant dont le système nerveux est bien régulé, bien équilibré, va être beaucoup plus apte à être émergent, c'est-à-dire être curieux, aller vers l'extérieur, explorer, jouer, puis coopérer aussi avec son parent. Ensuite de ça, Mona va nous parler d'un deuxième concept super important qu'elle va appeler le budget corporel. Donc, dans mon analogie de la voiture, je dirais que c'est un peu le niveau de carburant d'une voiture. Okay? Le budget corporel, il va faire référence à la gestion des ressources internes du corps, donc l'énergie, le stress, la régulation des émotions. Donc, pour maintenir un état d'équilibre qu'on va appeler allostasie. Si le budget corporel est excessivement sollicité, qu'il atteint son seuil, ben le corps va réagir par des comportements plus impulsifs. Fait que chaque expérience vécue durant la journée va venir contribuer à ce budget-là. Si l'enfant a reçu beaucoup de connexions, un câlin, une bonne nuit de sommeil, une bonne alimentation, ben son budget corporel risque d'être élevé. Chacun de ces éléments-là deviennent des dépôts positifs dans son budget personnel. Tandis qu'une situation qui est stressante, au contraire, donc un manque de sommeil, peu de connexion avec les parents, une mauvaise alimentation, va générer un retrait de ce dépôt-là. Même chose avec le budget corporel du parent. Mais ce qui arrive, c'est que le parent, lui, en plus, il a une responsabilité supplémentaire. Donc, si le budget corporel de son enfant il est vide, c'est à lui de venir faire un petit dépôt à l'intérieur de ce budget-là pour aider l'enfant à retrouver son équilibre. Mais si on est complètement vidé en tant que parent, ça va être difficile de venir offrir justement ces dépôts positifs-là à nos enfants quand ils en ont besoin. Et finalement, on a tous également ce qu'on appelle un système de détection des dangers qu'on pourrait comparer, par exemple, au radar là, sur les voitures qui sonne quand on est trop proche de la ligne routière ou que on est trop proche d'un objet ou qu'il y a quelque chose dans la caméra arrière. Okay? Fait que ce radar-là, il est constamment à la recherche de menaces potentielles. Le radar va autant analyser ce qui se passe à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur de la voiture, à la recherche de 3 choses. Des signes de sécurité, des signes de menaces potentielles et des signes de danger de mort. Puis pour juger si quelque chose est sécuritaire ou dangereux, bien notre voiture va se baser sur quoi? Sur une base de données qu'elle a récoltées à travers ses différentes expériences passées sur la route. Fait que certains éléments de ces expériences passées-là deviennent nos déclencheurs. En anglais, on va appeler ça les triggers. Vous voyez? On en entend de plus en plus parler de ce mot-là. Il m'a trigger, elle m'a trigger, ça m'a trigger, trigger warning. Donc, c'est un élément auquel on devient sensible, basé sur une expérience passée qui déclenche notre petit système d'alarme interne. Par exemple, pour les enfants, la séparation, c'est un de leurs plus grands triggers. Et ça va souvent donc activer ce petit système d'alarme intérieur-là et ça va provoquer toutes sortes de réactions de stress et de vigilance accrue. En tant que parent, en tant qu'éducateur, on a bien entendu aussi nos triggers. Et parfois, nos triggers, ce sont les émotions et les crises de nos enfants. Ça va mal dans ce temps-là. Et là,
ce qui est le défi, c'est que pour pouvoir prendre soin de leur système nerveux dans ce moment-là, bien, on doit d'abord prendre soin du nôtre. Et c'est vraiment pas toujours évident pour des raisons qui sont assez évidentes. Donc, de manière générale, quand la voiture elle ne détecte que des éléments sécuritaires, bien, tout va bien. La voiture reste en mode vert qu'on appelle. En termes scientifiques, on va l'appeler le mode parasympathique ventral vagal. C'est un état d'ouverture, de présence puis de réceptivité. On voudrait être majoritairement dans cet état-là. Pourquoi? Parce que c'est l'état qui nous permet d'être en relation avec les autres. Puis comme on est des êtres de relation, bien, la plupart de nos besoins peuvent être réellement comblés quand on est dans ce mode-là, en relation avec les autres. Puis nous, en tant qu'adultes, si on est en mode vert, on va être capable d'être dans cette posture d'alpha bienveillant-là dont je vous ai parlé dans des épisodes précédents. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel d'aller écouter ça. Et donc, sinon, ça va être difficile d'avoir une connexion qui est sensible avec les enfants qu'on accompagne, d'avoir une connexion qui est authentique avec eux. Si par contre, le radar de notre voiture détecte une menace sur laquelle il sent qu'il peut agir, par contre, bien, il va se transformer en ce qu'on appelle le mode rouge. C'est un état de mobilisation du corps. On l'appelle le mode sympathique. L'énergie augmente pour qu'on puisse passer à l'action pour retrouver notre état de sécurité. C'est là où on retrouve les comportements les plus dérangeants chez les enfants, les crises émotionnelles intenses, l'agitation, les comportements agressifs. Puis nous, en tant qu'éducateurs, quand on est en mode sympathique, bien, on n'est vraiment pas capable de faire les interventions qu'on a envie de faire. On crie, on humilie, on diminue les émotions des enfants. On parente à partir de nos enfants de 2, 3, 13 ans parfois, quand on est chanceux. Puis souvent, bien, on regrette nos actions et on ressent beaucoup de culpabilité. Puis finalement, si notre radar détecte un danger de mort sur lequel il sent qu'il ne pourra pas agir, il nous transforme en mode bleu, qu'on appelle le mode parasympathique dorsal. C'est exactement le contraire du mode sympathique, c'est-à-dire qu'il va réduire complètement au minimum cette énergie-là, ces mouvements-là. C'est notre état le plus extrême. Le système veut conserver notre énergie, puis cette stratégie-là va consister à se dissocier de nos propres sensations, de se couper des connexions humaines, de se figer. Donc, il y a vraiment une distance émotionnelle, un désengagement, une immobilité, une absence, une forme de dépression et une indépendance qui est extrême. Quand on est dans un mode bleu, en tant qu'éducateur, bien, c'est vraiment difficile d'aller connecter émotionnellement avec son enfant. C'est même difficile de parler. Souvent, ça va être des interventions qui sont perçues un peu comme de la négligence. Puis, on peut, dans la dynamique alpha-dépendant dont je vous parlais encore une fois, se retrouver facilement dans le pôle dépendant si on passe trop de temps en mode bleu. Donc, on laisse le lead à l'enfant parce qu'on est complètement figé. Il existe 3 autres modes qui sont une combinaison de ces couleurs-là. Puis, c'est tout à fait naturel de passer d'un état à l'autre plusieurs fois par jour. En général, on dit que ce serait recommandé de passer environ 30% du temps dans les modes rouge ou bleu, puis environ 70% du temps en mode vert pour favoriser un équilibre qui est fonctionnel. C'est vraiment fascinant, life-changing de comprendre ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé à en apprendre davantage sur la théorie polyvagale, tellement d'événements qui me paraissaient complètement irrationnels sont devenus tellement plus compréhensifs. Puis, il y avait des moments où j'avais vécu de la honte par rapport à des choses que j'avais dites, que j'avais faites. Puis, tout à coup, j'avais tellement plus de douceur envers moi. J'étais comme, OK, c'était pas vraiment moi, c'était la petite Lily qui s'est manifestée à ce moment-là. C'est
fou comment ça donne plus de clarté, de pouvoir. Une fois qu'on prend conscience de cette réalité-là, qu'on met ces lunettes-là, c'est absolument fascinant à quel point ça nous amène aussi beaucoup plus d'empathie pour les enfants. On comprend qu'on n'est pas brisé, que nos enfants, ils ne sont pas brisés. Au contraire, notre système marche divinement bien, puis cherche simplement à s'adapter à notre vécu. Et donc, basé sur cette nouvelle conscience, Mona Delahooke va proposer 3 facteurs à considérer dès qu'on a à intervenir auprès d'un enfant. La première chose qu'il faut considérer, selon elle, c'est toujours l'état de la plateforme de votre enfant. Est-ce que votre enfant est trop souvent dans le mode rouge, trop souvent dans le mode bleu? À quoi ressemble votre enfant quand il est dans ces différents états-là? Le deuxième élément, c'est de prendre en considération le stade de développement de votre enfant pour évaluer ses capacités réelles. Elle va d'ailleurs nous introduire au fameux phénomène de l'écart des attentes. C'est qu'au courant de leurs premières années de vie, les enfants vont traverser plusieurs stades de développement qui sont marqués par des avancées qui sont absolument soudaines et qui sont parfois surprenantes parce qu'un jour, l'enfant a presque aucun contrôle, par exemple, sur son corps. Puis juste après ça, il commence à pouvoir faire des mouvements qui sont volontaires. Puis après ça, il y a des mots qui arrivent, l'enfant est capable de parler. Alors, ces transformations-là peuvent être marquantes puis peuvent vraiment venir donner l'illusion aux parents que leur enfant a acquis une certaine maturité. À partir de là, leurs attentes vont grandir considérablement et ça va souvent les mener à exiger plus de leur enfant que ce qu'il est réellement capable de donner. Un petit garçon de 3 ans, par exemple, qui joue au parc, il se retrouve tout à coup en grosse crise. Il se met à crier à plein poumon, puis là, sa mère, elle arrive, puis « Si t'arrêtes pas de crier, là, on s'en va à la maison tout de suite, puis ce soir, il n'y aura pas de jeu avant le dodo. » Fait que la mère, elle suppose à tort que son enfant, il est capable de se calmer seul. Par la simple force de sa volonté, il devrait être capable de faire ça. Puis que s'il crie, c'est donc un choix qui est délibéré. Et donc, la maman lui envoie que son incapacité à se calmer relève d'une décision qui est absolument consciente d'adopter ce comportement-là, qui est complètement inadéquat. Puis cette perception erronée-là de la situation va mener souvent à une punition, à la justification de punir l'enfant. Et donc, on va lui enlever des choses qu'il aime profondément, comme ce moment-là de jeu avant le dodo. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir affecter le lien. Parce que l'enfant, il est simplement en mode rouge, il est dérégulé, il essaye tant bien que mal de revenir au vert. Et donc, ce dont il a réellement besoin, c'est quoi à ce moment-là? C'est d'une connexion qui est sécure avec son parent afin qu'il puisse l'aider à co-réguler. C'est l'attachement, la relation avec son parent qui va vraiment profondément l'aider à s'apaiser. Et ce qui va se passer, c'est que quand le parent n'est pas capable de reconnaître que son enfant n'est pas capable de s'autoréguler, ça crée un décalage. Puis ce décalage-là, l'enfant le ressent et ça lui fait très peur. Parce qu'il réalise que son parent n'est pas capable de reconnaître ses réelles limites, ses réelles capacités et de comprendre ses vrais besoins. Ici, par exemple, maman pense qu'en ce moment, je suis en train de faire ça intentionnellement, moi, là cette crise-là. Maman, elle ne comprend pas c'est quoi mes vraies capacités. Ça augmente son insécurité, ça amplifie sa détresse. Et ça intensifie donc le comportement qu'on cherche à corriger. Les cris vont être encore plus forts. Puis vous remarquerez, quand on n'est pas bien syntonisé avec les besoins des enfants, souvent, l'émotion, la colère, l'agressivité va devenir encore plus intense. Les enfants ne devraient pas être punis pour des comportements qui ne contrôlent pas puis qui résultent d'une réaction de stress de leur système nerveux autonome qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pas une question de volonté. Puis leur montrer que vous comprenez ça dans la façon dont vous intervenez avec eux, c'est vraiment ça qui va venir consolider, sécuriser le lien d'attachement.
Et finalement, le troisième facteur à considérer dès qu'on a à intervenir auprès d'un enfant, selon Mona, toujours, c'est les qualités uniques et spécifiques de votre enfant. C'est-à-dire comment votre enfant, à vous, va processer toutes les informations qu'il va capter à travers ses sens puis à travers son corps. On n'est pas tous sensibles de la même façon. Et ça, je pense que c'est une erreur très fréquente chez les parents, chez les éducateurs, c'est d'assumer que leurs enfants expérimentent le monde de la même façon qu'eux. Puis ça va faire en sorte que souvent, on va juger le comportement de nos enfants parce qu'on va se dire, mon Dieu, c'est un petit peu exagéré, là, comme comportement. Mais qu'est-ce qui nous dit que, par exemple, son rapport à l'ouïe, à son système auditif est le même que le nôtre? Qu'est-ce qui nous fait dire que son système visuel est le même que le nôtre? Est-ce que quand toi, tu ouvres la lumière soudainement, ton enfant vit ça comme une violence extrême, alors que pour toi, c'est pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas vraiment de sensibilité à ce niveau-là. Même chose pour le toucher, le goûter, l'odorat. On a aussi notre conscience du corps, notre proprioception, notre équilibre, notre système vestibulaire, notre interoception, c'est-à-dire la sensibilité à ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, moi, dès que j'ai envie d'aller aux toilettes, là, il faut que j'y aille. C'est comme intolérable pour moi de retenir une envie d'uriner. Je suis très sensible de l'interoception. Alors, c'est des choses comme ça qui nous aident, encore une fois, à marcher le chemin de l'empathie envers nos enfants, de chercher vraiment à comprendre qui ils sont malgré leurs différences. Je ne devrais pas dire malgré, je devrais dire avec toutes leurs différences. Et justement, de reconnaître aussi les déclencheurs, les triggers qui sont spécifiques à vos enfants. Puis tous ces points-là sont aussi valables pour vous. C'est quoi l'état de votre plateforme avant d'intervenir? Dans quel état votre système nerveux se trouve? C'est quoi vos déclencheurs à vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous arrivez à être davantage dans le vert que dans le rouge puis dans le bleu quand vous intervenez auprès des enfants? Quelles sont les portes sensorielles les plus sensibles pour vous? Comment vous vivez toutes ces expériences-là à travers votre corps? Le but, là, c'est vraiment pas la perfection, mais c'est vraiment de marcher tranquillement un chemin de conscience. La dernière chose que je souhaite aborder avec vous, c'est un grand classique, mais je trouve qu'en adressant la théorie polyvagale, ça prend vraiment tout son sens. Si on se sent comme de la crap, on ne pourra pas aider notre enfant à arrêter de se sentir comme de la crap. Si notre budget corporel est vide, puis si nous-mêmes, on est dans un état rouge ou bleu, ça va vraiment être difficile de venir supporter les enfants. On a des neurones miroirs qui font en sorte que simplement le fait d'être en présence d'une personne qui est régulée, ça nous permet de le devenir à notre tour. Alors, de travailler à être plus souvent dans le vert, ça aide notre enfant à se sentir à la maison dans le vert. Parce que oui, si votre enfant passe la majorité de son enfance dans le rouge ou dans le bleu, ce sont ces états-là qui vont être ressentis comme étant sa maison, c'est-à-dire comme étant confortable, comme étant connu. Notre responsabilité est immense. Mais heureusement, le système nerveux il est malléable et il n'est jamais trop tard pour créer des nouveaux chemins. Encore une fois, les stratégies sont simples, mais ne sont pas nécessairement toujours faciles dans le monde dans lequel on vit. D'abord, on veille à avoir une bonne hygiène de vie. Tu sais, quand je vous parlais de grands classiques, là, la base, le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, le sport. Quand ces basics-là ne sont pas répondus, le corps se met automatiquement en mode alerte. Ça, il faut le comprendre, là, c'est pas rien. Puis la connexion sociale, c'est majeur. Est-ce que tu es entouré dans la vie? On en parle beaucoup, je sais, les villages, nanana. Bon, c'est important d'être entouré puis d'avoir des connexions qui sont authentiques dans la vulnérabilité, dans la proximité. Et donc, au-delà
de ces basics-là qui sont vraiment importants, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage du système nerveux, il est sous-cortical, c'est-à-dire qu'il est somatique, il n'est pas langagier. Les outils somatiques deviennent donc vraiment nécessaires pour nous permettre de faire ce travail-là en profondeur pour revenir le plus souvent possible au vert. Et donc, c'est pour ça que de simplement raisonner nos enfants dans ces moments-là, c'est pas vraiment utile. Parce que tu te souviens, les pensées sont de toute façon alignées avec l'état du système nerveux dans lequel on se trouve. Fait que ça vaut pas grand-chose. Fait que d'avoir un petit kit de survie, d'avoir une petite liste de retour au vert, ça devient super précieux. Puis selon qu'on soit dans le rouge ou dans le bleu. Parce que le chemin du bleu au vert ou du rouge au vert, c'est pas le même chemin que va nous expliquer la coach somatique Sarah Baldwin, que j'apprécie énormément d'ailleurs. Donc, pour passer du bleu au vert, il faut nécessairement passer par le rouge. Donc, en essayant d'éveiller doucement le corps qui était figé. Fait que, par exemple, tenir quelque chose de froid dans sa main, sentir quelque chose, toucher quelque chose, sentir le soleil sur son visage, faire du humming, faire une courte respiration rapide, flatter notre chat, ainsi de suite. Et si on est en mode rouge, mais dans une intensité qui est légère, bien là, les techniques connues comme la méditation, la respiration, ça peut fonctionner. Mais si on est en sympathique intense, le 5-10, oublie ça, la méditation. Okay? On va plutôt préférer aller marcher en nature, courir, danser, des activités qui sont beaucoup plus dans le corps. Quelques idées de plus en rafale pour réguler son système nerveux à portée de main. Les câlins, d'abord, tous les mammifères le font, se coller entre nous. Plus que 10 secondes idéalement. Un humain de préférence, mais avec un animal, ça marche bien aussi. Un câlin, c'est tellement simple. Puis dans un moment de co-régulation avec notre enfant, si notre enfant accepte, bien sûr, ça peut vraiment venir désamorcer une situation. Puis faire autant de bien aux parents qu'à l'enfant. Bien entendu, si le parent va chercher le câlin pour lui, puis que l'enfant ne veut pas, on aime moins ça. Mais quand c'est les deux qui en bénéficient, bien là, pourquoi pas? La nature est bien faite. Tout ce qui est contact avec la nature, c'est super efficace. Marcher dehors en regardant les arbres, en regardant le ciel, éviter de porter des lunettes de soleil, parce que le contact du soleil qui passe à travers les yeux aurait tout un impact sur le cerveau. Être dans l'eau, une douche, un bain, encore mieux la rivière, le lac, écouter le son de la pluie dans des petites applications si la nature est moins accessible pour nous, allonger son expiration. Donc, la façon de respirer, ça l'envoie des signaux à notre corps qu'on n'est pas en danger. Chanter dans une chorale ou sous la douche, pourquoi pas? Danser, s'étirer, bouger le corps. Puis il existe aussi donc de plus en plus d'outils puis d'exercices somatiques que vous pouvez trouver sur YouTube ou ailleurs sur Internet pour vraiment venir apaiser le système nerveux au quotidien. Si tu dois intervenir là, ben commence par boire un bon verre d'eau. Prendre juste une petite respiration. Ça risque de faire déjà une bonne différence. Puis là, je veux m'adresser aux parents, aux éducateurs perfectionnistes comme moi. C'est normal de ne pas toujours répondre parfaitement, en tout temps, aux besoins des enfants. Puis en fait, la recherche a démontré que ça prend seulement 30% du temps de connexion bien syntonisé avec nos enfants pour permettre un attachement sécure. Après ça, l'essentiel, c'est qu'il faut réparer là où il y a eu décalage avec les vrais besoins des enfants. Alors, soyons dans l'autocompassion et dans l'humilité, parce que justement, l'important, c'est juste de reconnaître ce décalage-là. Puis en fait, ces moments-là de réparation sont très importants dans le développement de la relation, parce que c'est ces moments-là qui vont nous permettre de nommer nos limites, d'entendre les limites de nos enfants, d'entendre leurs préférences, de nommer les nôtres.
et ce qui est important, en fait, pour nous. Puis c'est dans cette réparation-là, le plus souvent, que la relation va s'approfondir. Parce qu'on apprend à se connaître, on en connaît plus sur l'intimité, on développe l'intimité émotionnelle, on développe l'intimité psychologique, qui sont vraiment les racines les plus importantes, les plus profondes de l'attachement. Bref, la plupart des comportements dérangeants sont en réalité des signaux du monde intérieur de l'enfant. Ils ne découlent pas d'une volonté consciente, mais sont plutôt des tentatives de retrouver le calme et l'équilibre. Dans ces moments-là, la co-régulation est essentielle parce que la plupart des enfants ont du mal, voire sont incapables de s'autoréguler seuls. Si tu ressens le besoin d'être soutenu dans cette démarche-là, je t'invite à me contacter. C'est précisément pour ça que j'ai lancé mon accompagnement individuel. Puis honnêtement, là, je suis profondément émerveillée, touchée par le travail que je fais en ce moment avec certaines familles. Donc, c'est des transformations qui sont profondes. En seulement quelques mois, c'est une expérience vraiment très gratifiante. Puis ce qui me frappe, c'est que ces changements-là ne viennent pas de petits trucs magiques ou de mettre des petites pictos là, sur le mur de l'enfant, puis tout va s'arranger. Okay? C'est un regard qui est complètement différent. J'ai rien contre les pictos, okay? Mais pour moi, c'est comme on peut-tu aller un peu plus profond. J'amène un regard qui est différent sur la parentalité, sur l'accompagnement des enfants, puis c'est en comprenant réellement leurs besoins qu'on peut enfin les soutenir de manière juste puis de manière efficace. Alors, si ça t'appelle, je t'invite à visiter mon site internet elisabethdufresne.com dans la section « Mon accompagnement » ou simplement m'écrire en message privé. Je serai ravie de t'expliquer les étapes pour qu'on puisse se rencontrer. Et donc, bien sûr, je vous recommande chaleureusement le livre Brain Body Parenting. C'est un véritable petit bijou que j'ajoute sans hésitation à ma liste de livres d'or. Le lien pour vous le procurer se retrouve dans les notes de podcast. Les Émergents, c'est une émission produite et animée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Notre musique originale est signée Étienne Dufresne et l'illustration de couverture est l'œuvre de la talentueuse Florence Rivet. Si tu as apprécié cet épisode-là, n'hésite pas à me soutenir en m'envoyant une pluie d'étoiles sur Apple Podcast, en laissant un commentaire sur YouTube ou ailleurs. Et surtout, tu peux partager l'épisode en story sur Instagram en me taguant elisabeth.dufresne. C'est une magnifique façon de me montrer ton soutien et de faire rayonner l'initiative. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, profitez du soleil et régalez-vous de produits d'érable, mon Dieu, sur lit de neige. À bientôt!